Chunk One, en Claire Trevor, a gagné un Oscar pour avoir chanté en état d'ébriété dans Kyrgo. Mais ce que le public ignorait, c'est que le réalisateur John Huston avait prévu quelque chose de cruel. Pour son 38e anniversaire, il l'a prise au dépourvu sur le plateau et a refusé de la laisser répéter. Il voulait que sa peur soit réelle. Et elle l'était. Cette performance a brisé quelque chose en elle. Des mois plus tard, elle a discrètement commencé une thérapie, ce que presque aucune actrice n'admettait en 1948. La vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là et pourquoi cela l'a tant blessée est restée cachée pendant des décennies. Claire Trevor est née le 8 mars 1910 à Bensonhurst, Brooklyn. Son vrai nom était Claire Weminger. Son père, Noël, venait de Paris et avait ouvert une élégante boutique de tailleur sur la 5e avenue. Ses clients étaient des riches de Manhattan. Pendant un certain temps, la famille a vécu une vie confortable. Mais lorsque la Grande Dépression a frappé vers 1923, tout s'est effondré. Le commerce de Noël s'est effondré presque du jour au lendemain. Le rêve qu'ils avaient construit s'est évanoui. Ils ont perdu leur maison, leurs économies et leur paix. Claire n'avait que 13 ans lorsqu'elle a dû commencer à travailler pour aider la famille à survivre. C'était la fin de son enfance. Elle a vu son père passer de fier homme d'affaires à un homme brisé qui n'avait plus rien. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire toute sa vie. Cela lui a fait se promettre de ne plus jamais dépendre de personne pour de l'argent. Ses parents voulaient qu'elle choisisse un emploi sûr. Son père croyait en la couture. Sa mère pensait que la confection de robes était suffisante. Mais Claire avait d'autres idées. Elle est tombée amoureuse du théâtre à l'âge de 11 ans. En 1921, elle a commencé à copier des stars du cinéma muet, comme Mary Pickford. Elle le faisait en secret. Elle se faufilait dans les cinémas de Brooklyn et s'asseyait seule pendant des heures, observant chaque geste et mouvement à l'écran. Chunk 2. Puis elle rentrait chez elle et jouait les scènes quand ses parents ne regardaient pas. Son père pensait que le théâtre était honteux. Sa mère ne prenait tout simplement pas cela au sérieux. Mais Claire a continué. Même lorsqu'elle était punie, même lorsqu'on lui disait d'arrêter, elle a continué à rêver. En 1923, la famille a déménagé à Larchmont. Claire avait 13 ans et a rejoint la Mamaroneck High School. C'est là qu'elle a commencé à façonner sa voix en quelque chose de complètement différent. Elle a choisi de jouer des filles dures dans les pièces de l'école. Après l'école, elle restait tard seule dans les salles de classe, baissant sa voix et la rendant rauque exprès. Elle a même commencé à fumer pour la rendre plus rappeuse. Sa voix est devenue sa marque de fabrique, profonde, fumée et aiguë. Ce n'était pas naturel. Elle l'a construite et cela la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Ses professeurs ne l'ont pas compris au début, mais elle était déjà en train de devenir la femme au caractère bien trempé qu'Hollywood allait plus tard appeler sa mauvaise fille. Puis vint le pire moment avec son père. Vers 1925, il l'a surprise en train de répéter un monologue. Furieux, il l'a enfermée dans sa chambre pendant des jours. Il ne voulait pas qu'elle fasse du théâtre. Il pensait que c'était dangereux, honteux et que cela ruinerait la réputation de la famille. Mais Claire n'a pas arrêté. Elle a continué à aller aux répétitions. Les cris dans leur appartement sont devenus si forts que les voisins pouvaient les entendre à travers les murs. Cette dispute avec son père l'a changée à jamais. Elle est devenue plus forte. Elle a décidé qu'elle se battrait pour son rêve, même si sa famille se retournait contre elle. En 1927, Claire a essayé de faire la moitié du chemin vers ses parents. Elle s'est inscrite à l'Université de Columbia et a suivi des cours d'art pendant 6 mois. Son père espérait que l'art était plus respectable. Chunk 3. Mais au lieu de tomber amoureuse de la peinture, Claire est devenue obsédée par la conception de décors et les costumes de théâtre. Elle passait plus de temps à regarder des spectacles de Broadway qu'à assister aux cours. C'est alors qu'elle a réalisé que sa place n'était pas devant une toile. Elle était sous les feux de la rampe. En 1928, elle a rejoint l'American Academy of Dramatic Arts.
Elle s'y est entraînée pendant 6 mois. L'école était stricte. Chaque jour était rempli d'exercices sur la voix, l'émotion et le mouvement. Elle a appris à contrôler sa respiration, à parler clairement et à montrer la douleur sans dire un mot. Son accent de Brooklyn a disparu. Sa voix rauque et profonde s'est affinée. Elle a répété des scènes de Shakespeare et de Tchekhov. Ses professeurs ont vu quelque chose de rare en elle. Elle pouvait être dure, mais aussi vulnérable. Sa famille a payé 200 $ pour la formation, une somme importante à l'époque, mais cela a fonctionné. À l'été 1909, alors que Claire avait 19 ans, elle a obtenu son premier vrai emploi. Elle a joué avec les comédiens de répertoire de Robert Henderson à Ann Arbor, dans le Michigan. Il la payait 25 $ par semaine, plus le logement et la nourriture. Son premier grand rôle a été celui d'une fille de saloon à la langue bien pendue dans une pièce de George Bernard Shaw. Elle était terrifiée au début, mais la foule l'a applaudi. Cet été-là, elle a joué dans Antigone, La Mouette et L'Éventail de Lady Windermere. Chaque semaine, elle devait apprendre un nouveau scénario et répéter jour et nuit. C'était dur, mais elle adorait ça. Elle est tournée ça, retour des tournées à New York en 1930. Un découvreur de talent de Warner Brothers l'a trouvée et l'a engagée dans des courts-métrages appelés Vitaphone Shorts. Ils ont été filmés à Brooklyn en utilisant une nouvelle technologie sonore. Claire a joué des filles aguicheuses et des danseuses de chœur dans des scènes rapides. L'un de ses rôles était dans Angel Cake en 1931. Chaque court-métrage lui rapportait environ 50 $. C'était le double de ce qu'elle gagnait sur scène. Chunk 4. Et ses petits films lui ont appris à travailler avec le son, une compétence qui l'aiderait à Hollywood. En 1930, elle a réalisé que son nom n'allait pas fonctionner dans le showbiz. Weminger sonnait trop étranger. Cela ne rendait pas bien sur les affiches, alors elle a laissé son agent feuilleter un annuaire téléphonique et choisir quelque chose qui sonnait élégant. Il a choisi Trevor. Claire a aimé ça. Il lui en a coûté 10 $ pour officialiser la chose. Elle a brièvement essayé des noms comme Claire Sinclair et Claire Sainte-Claire avant de se décider. Elle voulait un nom qui ait l'air glamour, quelque chose qui ne crie pas immigrant de Brooklyn, et ça a marché. Sa grande opportunité s'est présentée en 1932. Le producteur de Broadway Alexander Max l'a vu jouer avec les Hampton Players et l'a engagée dans une pièce appelée Whistling in the Dark. Elle a été créée le 19 janvier au Ethel Barrymore Theatre. Elle y jouait une journaliste intelligente qui déjouait des criminels. Le spectacle a duré 265 représentations dans 2 théâtres et lui a rapporté 75 $ par semaine. Ce n'était pas beaucoup, mais cela lui a donné confiance et une solide réputation. Ce rôle a contribué à façonner son personnage de film, la femme qui pouvait s'en prendre à n'importe qui. L'année suivante, elle a joué dans une autre pièce intitulée The Party's Over. Elle y jouait une femme riche prise dans un scandale. Les critiques l'ont adorée, mais les coulisses étaient un cauchemar. Elle était harcelée par des co-stars masculines, ce que de nombreuses actrices subissaient en silence. Le spectacle a fait un flop, mais Hollywood la regardait. Fox Studios lui a offert un contrat de 5 ans. C'était beaucoup plus rentable que Broadway, et après ce qu'elle avait vécu, elle était prête à quitter New York. En 1931, avant son succès à Broadway, Claire avait fait du théâtre d'été avec les Hampton Players. Elle ne gagnait que 5 $ par semaine. Elle travaillait sans relâche à la construction de décors, à l'apprentissage de scénarios, à la participation à de nombreux rôles par semaine. Pendant une vague de chaleur estivale, elle a failli s'effondrer d'épuisement. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a dit plus tard que c'était la meilleure formation qu'elle ait jamais eue pour survivre. Chunk 5. Elle avait également joué dans d'autres courts-métrages Vitaphone entre 1931 et 1932. Elle est apparue dans Good Times, The Meal Ticket et The Imperfect Love. C'était de véritables films de remplissage, mais ils lui ont donné de l'expérience. Elle a également travaillé la nuit comme serveuse dans des speakeasies pour payer son loyer.
Ces bars illégaux étaient dangereux, mais les pourboires aidaient. Elle a vu de près le côté sombre de la vie. Gangster, ivrogne, secret. Cette connaissance l'aiderait plus tard à jouer des rôles noirs avec un réalisme étrange. Puis vint l'un des moments les plus difficiles. En 1932, elle a auditionné pour le rôle principal dans Street Scene, une pièce de Broadway importante. Elle n'a pas obtenu le rôle. Ils ont dit que son visage avait l'air trop ethnique. Cela l'a durement touchée. Mais au lieu d'abandonner, elle s'est transformée. Elle s'est décoloré les cheveux foncés en blond platine. Elle a rendu son image plus nette, plus froide, plus dure. C'était une décision audacieuse. Certaines personnes n'ont pas aimé ça, mais ça a marché. Cela lui a permis de franchir la porte. Elle a appris que le succès signifiait souvent abandonner des morceaux de soi, et elle était prête à tout faire. Claire Trevor n'est pas venue à Hollywood en tant que star. Elle est venue parce qu'elle était fauchée. C'était en mai 1933. Elle avait 23 ans. Sa deuxième pièce de Broadway avait échoué et elle avait besoin d'argent rapidement. C'est alors que Fox Studios lui a offert un contrat de 5 ans. Elle l'a accepté tout de suite. Son premier film était Life in the Raw, un western de 59 minutes, sorti le 7 juillet 1933. Elle y jouait Judy Alloway, une femme dans un monde difficile face à George O'Brien. L'histoire était basée sur une nouvelle de Zane Grey. Chunk, 6. Son père était si strict qu'il a obligé sa mère à déménager à Hollywood avec elle. Mais au lieu de calmer les choses, sa mère a commencé à adorer le chaos des plateaux de cinéma. Elle restait éveillée tard, regardait les tournages jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et agissait comme si elle avait plus sa place que Claire. Claire a dit plus tard que c'était à la fois excitant et épuisant. La même année, il s'est passé quelque chose qui a changé sa vie à jamais. Un film intitulé Jimmy et Sally était destiné à James Dunn et Sally Ears, le couple populaire de Bad Girl. Mais Ears a soudainement abandonné. Fox avait besoin d'une remplaçante et ils ont choisi Claire. C'était son premier vrai rôle au cinéma. Elle devait jouer une secrétaire intelligente nommée Sally Johnson qui couvrait les erreurs de son patron. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais lorsque les caméras ont commencé à tourner, son alchimie avec Dunn a choqué tout le monde. C'était si fort que Fox les a engagés pour 2 autres films en 1934. Ce moment, une occasion manquée pour une actrice, a ouvert la porte à toute la carrière de Claire. Mais Hollywood n'a pas été gentil. Entre 1933 et 1938, Claire a joué dans 29 films. La plupart d'entre eux étaient des films courts et à petit budget destinés à remplir les programmes des salles de cinéma. Le studio n'arrêtait pas de lui donner les mêmes types de rôles encore et encore. Les gens ont commencé à l'appeler la reine des films de série B parce qu'elle faisait tellement de films de série B. En 1935, elle a joué dans Danse Inferno avec Spencer Tracy. Le film avait d'énormes effets spéciaux pour montrer les 7 cercles de l'enfer. Fox a dépensé beaucoup d'argent pour cela, mais Claire était payée comme si elle faisait encore des films bon marché. Daryl F. Zanuck, le patron du studio, a admis qu'il ne croyait pas en elle. Donc, peu importe sa qualité, elle est restée coincée dans le monde des films de série B. Elle travaillait sans relâche, passant d'un film à l'autre sans avoir le temps de respirer. Cela a failli briser son esprit. En 1937, quelque chose a finalement changé. CBS a lancé une émission de radio intitulée Big Town, mettant en vedette Edward G. Robinson dans le rôle d'un rédacteur en chef de journal coriace. Claire jouait sa reporter, Loraï. Chunk 7. L'émission a connu un énorme succès. Elle payait Claire le double de ce qu'elle gagnait avec les films. À son apogée, elle a attiré jusqu'à 20 millions d'auditeurs, mais l'emploi du temps était brutal. Après avoir filmé toute la journée, elle se précipitait au studio de radio et jouait en direct tard dans la nuit, travaillant souvent jusqu'à 3 heures sur 7 heures du matin. Oisson avait le contrôle des scénarios et il a rapidement commencé à couper ses répliques pour se faire plus de place. Les choses se sont tendues. Claire a épousé le producteur de l'émission,
Clark Andrews en juillet 1938. Mais même cela n'a pas à durer. Ils ont tous les deux quitté l'émission en 1939 et leur mariage s'est terminé en 1942. Elle a essayé de sortir des rôles de série B. En 1938, Warner Brothers l'a emprunté à Fox pour jouer Joe Keller dans The Amazing Dr. Clitterhouse. Une fois de plus, elle était une femme dure impliquée dans le crime. Claire voulait jouer des rôles différents, des rôles plus doux, mais les studios ne voulaient pas la laisser faire. Elle a supplié qu'on lui donne la chance de montrer ce qu'elle pouvait faire d'autre. Fox a dit non. Cette année-là, même après avoir obtenu une nomination aux Oscars pour Dead End, ils l'ont mise dans 2 autres films bon marché au lieu de lui en donner un grand. En 1937, elle a gagné 27 000 $. La même année, Gary Cooper a gagné 370 000 $. Elle en avait assez. En 1938, Claire a quitté Fox, choisissant la liberté plutôt qu'un salaire stable. Puis vint Stagecoach. En 1939, elle a joué Dallas, une femme au passé compliqué, voyageant à travers des terres dangereuses avec des étrangers. John Wayne jouait le rôle de Ringo Kid, mais à l'époque, Claire était la plus grande star. Elle gagnait plus d'argent. Le film est devenu un classique et a été nominé pour le meilleur film. Sa performance était nuancée et émouvante. Et pour la première fois, les gens l'ont vue comme plus qu'une simple actrice de film de série B. Son alchimie avec Wayne a si bien fonctionné qu'ils ont fait 2 autres films ensemble la même année. Stagecoach a tout changé. Chunk 8. Il a propulsé Wayne vers la gloire et a donné à Claire le respect qu'elle avait toujours mérité. 2 ans plus tôt, dans Dead End, elle avait stupéfié le public. Elle jouait Frankency, une femme qui était tombée dans une vie difficile. Le rôle a duré à peine 5 minutes, mais il a secoué les gens. Son personnage était malade, pauvre et désespéré. Dans une scène, elle est sortie de l'obscurité pour entrer dans la lumière et a supplié le personnage de Humphrey Bogart de la regarder vraiment. Les mots étaient simples, mais son visage racontait la véritable histoire. Il ne pouvait pas prononcer le mot prostituée ni mentionner la maladie en raison des règles de censure, mais le jeu de Claire disait tout. Cette performance lui a valu sa première nomination aux Oscars. Plus tard, en 1939, Claire a de nouveau joué avec Wayne dans Allegheny Uprising, un film sur les rebelles coloniaux en 1765. Elle a joué Janie McDougall, une femme qui montait et combattait aux côtés des hommes. Une fois de plus, elle a été en tête d'affiche avant Wayne. Le film a été interdit au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il montrait des soldats britanniques sous un mauvais jour. Il n'a pas bien marché au box-office parce qu'un autre film est sorti la même semaine, mais le rôle de Claire s'est démarqué. Elle n'était pas seulement un intérêt amoureux, elle faisait partie de l'action. En 1940, elle est revenue dans Dark Command. Cette fois, elle est prise entre 2 hommes pendant la guerre civile. Elle a joué Mary Mloud, une femme mariée à un homme qui devient violent. Walter Pidgeon jouait le rôle du mari hors la loi et Wayne jouait le rôle du héros. Il y avait une cascade dangereuse dans ce film. Des chevaux et des cavaliers sautant d'une falaise. C'était si risqué que les gens ont commencé à réclamer des règles de sécurité pour les animaux dans les films. Le film a obtenu 2 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure musique et de la meilleure direction artistique. Au début des années 1940, Claire a rejoint Donna dans Old Gold Radio Show de NBC. Ils ont interprété des versions en direct de pièces dramatiques écrites par Mark Ellinger. Ce n'était pas seulement un travail de remplissage. La radio était très importante à l'époque, et elle a donné à Claire la chance de montrer toute l'étendue de son talent. Elle a travaillé dur pour adapter son jeu d'actrice de cinéma pour la radio. Chunk 9. Sa voix transmettait toute l'émotion. Elle n'a pas seulement survécu entre les rôles au cinéma, elle a évolué. En 1944, Claire est entrée dans le monde du film noir. Dans Adieu ma belle, elle a joué Helen Grail, une femme mystérieuse et dangereuse face à Philip Marlowe, joué par Dick Powell.
Le film était basé sur le roman de Raymond Chandler, Farewell, My Lovely, mais ils ont dû changer le titre parce que les gens pensaient que ça sonnait comme une comédie musicale. Le tournage a commencé en mai et a été si chaotique le premier jour que Claire était encore en train d'être cousue dans sa robe pendant que la scène était mise en place. Le film n'est sorti qu'en mars 1945. Son rôle est devenu emblématique. Elle n'était plus seulement une actrice de soutien, elle était désormais le visage du film noir. En 1947, elle est allée encore plus loin dans Born to Kill. Elle a joué Helen Brandt, une femme froide et tordue, attirée par un tueur. Les critiques ont dit que le film était plein de luxure grossière et de brutalité choquante. Le personnage de Claire était si méchant et si brisé que les gens ne pouvaient pas détourner le regard. Elle était fiancée à un homme tandis que son amant épousait sa demi-sœur. Toute l'histoire était tordue et ses répliques étaient profondes. À un moment donné, elle a dit « Peut-être ne réalisez-vous pas qu'il est douloureux d'être tué, un morceau de métal glissant dans votre corps. Les censeurs ont coupé ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu enlever son pouvoir à l'écran. » En 1948, Claire a joué dans Raw Deal d'Anthony Mann. Elle a joué Pat, la petite amie d'un condamné en fuite. Le film a été tourné avec des ombres profondes et un éclairage sombre. La voix de Claire a ouvert l'histoire avec la phrase « Attendre, attendre ». Toute ma vie, il semble que j'ai attendu Joe. Elle portait du noir comme si elle était en deuil, et elle a apporté ce sentiment dans chaque scène. L'histoire était remplie de tensions, de triangles amoureux et de vengeance. Le réalisateur a laissé la plupart des décisions de jeu aux acteurs et Claire a livré quelque chose d'inoubliable. En 1945, elle a également fait Johnny Angel, qui se déroule sur des navires et des quais. Elle a joué une femme avec des secrets mariés à un patron du transport maritime tout en tombant amoureuse d'un capitaine de navire. L'histoire impliquait un équipage disparu et de l'or caché. George Raft jouait le capitaine et Augie. Carmichael est apparu pour chanter et jouer. Le décor était la Nouvelle-Orléans, parfait pour un mystère noir. Chunk, 10. Puis, en 1946, est venu Crack Up. Claire a joué aux côtés de Pat O'Brien dans une sans-histoire, sur un homme qui pensait être dans un accident de train qui n'a jamais eu lieu. Était-il fou ou quelqu'un lui mentait-il? Le rôle de Cla la sent entraînée dans un monde de vol d'art, de paranoïa et de trahison. Certains critiques ont dit que l'intrigue n'avait pas toujours de sens, mais la performance de Claire a ajouté du poids et de l'émotion. Le film n'a pas battu de record, mais il est resté avec ceux qui l'ont regardé. Le 24 mars 1949, Claire Trevor s'est tenue sur la scène des Oscars en tenant la statue dorée qui allait changer sa vie à jamais. Elle venait de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la 21e cérémonie des Oscars pour son rôle obsédant de Gay Dawn dans Key Largo. Elle a battu de grands noms comme Gene Simmons dans Hamlet, Agnes Moorehead dans Johnny Belinda et Ellen Corby et Barbara Bel Gett dans I Remember Mama. Mais derrière son sourire gracieux et ses chaleureux remerciements à son mari, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que personne dans le public ne pouvait voir. Un an seulement avant cette nuit, le 8 mars 1948, Trevor avait été prise en embuscade sur le plateau. C'était son 38e anniversaire et le réalisateur John Huston avait prévu quelque chose de cruel et d'intelligent. Il lui a fait filmer la scène, déchirante des gémissements, sans aucune répétition, ignorant totalement ses demandes de répétition. Il voulait qu'elle soit nerveuse. Il voulait que sa peur soit réelle. Ainsi, lorsqu'elle se tenait là en tant que Gay Dawn, suppliant le personnage de gangster d'Edward J. Robinson de lui donner un verre, tremblant et chantant faux, ce n'était pas du jeu, c'était clair. Effrayée, vulnérable et exposée, cette seule prise, brute et douloureuse, est devenue le cœur du film. Mais ce que le public ne savait pas, c'est combien cela lui a fait mal. Le rôle de Gay Dawn, une ancienne chanteuse alcoolique brisée, prise dans une relation violente, était trop proche de sa vie.
Jouer cette femme a déchiré les émotions de Claire si profondément qu'après le film, elle a discrètement commencé une thérapie. Dans le Hollywood de 1948, c'était presque impensable. Personne ne parlait de thérapie, surtout pas les actrices célèbres. Ses co-stars pensaient que c'était juste du jeu, mais Claire savait que ce n'était pas le cas. Elle a porté les bleus du personnage longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Et peut-être que c'était parce que sa propre vie n'était pas loin du scénario. Quelques mois avant de tourner Key Largo, le deuxième mariage de Claire s'était terminé. Son divorce avec l'officier de marine Silas William Dunor a été finalisé le 15 août 1947. Chunk 11. Des rumeurs circulaient sur ce qui s'était réellement passé entre eux. Des chuchotements de problèmes d'alcool, de disputes passionnées et de crises de nerfs silencieuses se sont transmis à huis clos. Ainsi, lorsqu'elle a enfilé les chaussures de Gay Dawn, certains à Hollywood ont dit qu'elle n'avait pas à jouer, elle n'avait qu'à se souvenir. Aux Oscars, elle a plaisanté en espérant que ses fils deviendraient écrivains ou réalisateurs afin qu'ils puissent donner un travail à leur vieille dame. Tout le monde a ri, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Claire était terrifiée. Cette victoire, au lieu d'ouvrir de nouvelles portes, menaçait de l'enfermer dans une boîte dont elle ne pouvait pas sortir. C'était sa deuxième nomination aux Oscars pour avoir joué une femme brisée. La première était pour Dead End en 1937, où elle jouait une autre figure tragique. Maintenant, elle craignait que ce soit son avenir. Toujours l'ivrogne, le désespéré, le rejeté. Sa vie personnelle n'aidait pas non plus. En 1949, elle avait été mariée 3 fois. Après son divorce, elle venait d'épouser le producteur Milton Bren en novembre 1948, dans l'espoir d'une certaine stabilité. Mais au fond, elle n'était pas sûre qu'elle échapperait un jour à l'ombre de ses rôles. Hollywood aimait sa douleur. Ils en voulaient plus et elle continuait à en donner. En 1954, elle a de nouveau été nominée pour The High and the Mighty. Cette fois, elle a joué May Holst, une passagère paniquée dans un avion en panne. Le film a connu un énorme succès, rapportant plus de 6 millions de dollars sur un budget de 1,4 million de dollars. Mais le tournage a failli la briser. De longues journées de 12 heures à l'intérieur d'un faux cockpit ont déclenché des migraines si fortes qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Elle devait faire semblant d'être malade à cause de l'altitude, mais la vraie maladie commençait à s'insinuer. Elle a perdu l'Oscar au profit d'Eva Marisin pour On the Waterfront. Mais l'épuisement commençait à se faire sentir. En 1956, elle a signé pour The Mountain avec Spencer Tracy. Elle a joué sa sœur autoritaire. Mais tout dans la production a mal tourné. La consommation d'alcool de Tracy était un problème. Le casting était si étrange que Tracy, à 56 ans, ressemblait plus au grand-père de Robert Wagner qu'à son frère. Chunk 12. Et le réalisateur, Édouard Dimitri, n'arrêtait pas de couper les scènes de Claire. Elle s'est défendue, disant que son rôle était vidé. Mais personne n'a écouté. Elle a plus tard qualifié le film de terrible et de ridicule. Il a coûté 2,8 millions de dollars à produire, mais n'a pas bien marché au box-office. Claire en avait assez. Ses rôles diminuaient et sa patience s'épuisait. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. En 1957, elle est passée les passes à la télévision en direct et a gagné. Dans un épisode en direct de 90 minutes de Producer Showcase appelé Dodsworth, elle a joué Fran Fice à Frederick March. 20 millions de personnes ont regardé l'émission. Et au milieu d'une scène dramatique, la fermeture éclair de sa robe s'est cassée. Mais elle n'a pas paniqué. Pendant que les machinistes résolvaient le problème derrière un accessoire à proximité, elle a improvisé ses répliques sans perdre un instant. C'était de la télévision en direct. Il n'y a pas eu de nouvelles prises. Les critiques ont été stupéfaits. Variety a qualifié cet événement de la reprise la plus gracieuse d'une catastrophe à la télévision en direct. Et ce soir-là, Claire a remporté l'Emmy. Elle est revenue au drame en direct dans Alfred Hitchcock Presents en 1961.
L'épisode A Crime for Mothers lui a donné le rôle d'une mère alcoolique désespérée, essayant d'enlever sa propre fille. Une fois ça de plus, elle s'est investie dans le personnage. Il y avait même une scène de poison qui ne fonctionnait pas, alors Claire a inventé sa propre version sur place. Hitchcock lui-même a loué son instinct, mais dans les coulisses, des chuchotements ont indiqué que Hitchcock avait fait des avances non désirées, et Claire a mis fin à cela fermement. Elle essaie. Elle est restée professionnelle, protégeant sa réputation dans un monde qui ne protégeait pas toujours les femmes. Au début des années 1960, Hollywood avait changé. Les rôles pour les femmes de son âge s'étaient taris. Claire s'est tournée vers la télévision, apparaissant dans des émissions comme Lux Video Theater et General Electric Theater. Elle gagnait 5 000 $ par épisode, ce qui était un gros chèque de paie à l'époque. Mais le rythme l'a rattrapée. En 1962, après trop de longues journées et pas assez de repos, elle s'est effondrée d'épuisement. Les médecins ont trouvé des signes de problèmes cardiaques liés au stress. Chunk, 13. Elle a dû tout arrêter. Pendant 3 mois, elle est restée hors des projecteurs, se rétablissant tranquillement. Elle n'avait que 52 ans, mais on la traitait déjà comme si elle était finie. Même si elle avait encore des fans et une reconnaissance de nom, les offres étaient somme pas mal moindres et moins nombreuses et elle semblait plus petite. Claire avait déjà vécu des tempêtes personnelles. Elle a épousé Clark Andrews en 1938. Il était réalisateur de radio et ils se sont rencontrés en travaillant sur Big Town. Mais à mesure que la renommée de Claire grandissait, Clark est devenu jaloux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la distance a aggravé les choses. Et bientôt, les tabloïds étaient remplis d'histoires de bagarres et d'abus. Ils ont divorcé en 1942 après 4 années difficiles. Elle s'est remariée en 1943 avec l'officier de marine Cyrus William du Nord. Ils ont eu un fils nommé Charles, né le 1er décembre 1943. Mais après la guerre, du Nord est revenu avec un SSPT. Ses sautes d'humeur violente ont rendu la maison dangereuse et Claire a dû protéger son bébé. Les studios ont dissimulé les abus pour sauver son image. Elle a divorcé de lui en 1947 et a gardé la garde de Charles. 1 an plus tard, en 1948, elle a épousé Milton Brenn, un riche producteur de cinéma. Il a adopté Charles, qui est devenu Charles Brenn. Claire est également devenue une figure maternelle pour les fils de Milton, Donald et Peter. Elle a dit « Nous sommes devenus une famille instantanément ». Ils sont restés mariés pendant 31 ans jusqu'à ce que Milton meure en 1969 d'une tumeur au cerveau. Même s'il était assez riche, sa maladie a laissé Claire avec de grosses factures médicales et des problèmes d'héritage compliqués. Pourtant, elle a gardé la famille proche. Mais la tragédie a frappé avant cela. Le 25 septembre 1978, le fils de Claire, Charles, est décédé dans l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire des États-Unis. Le vol 182 de PSA est entré en collision en plein vol avec un petit Cessna au-dessus de San Diego. La boule de feu a tué les 144 personnes à bord des 2 avions et 7 autres au sol. Charles n'avait que 34 ans. Il volait en tant qu'employé de PSA lorsque cela s'est produit. Claire a dit plus tard, c'est quelque chose dont on ne se remet jamais. Après avoir perdu Charles et Milton, Claire s'est investie dans l'aide aux autres. Chunk, 14. En 1999, elle a fait Don de 500 000 $ à l'École des arts de Lucy Irvine. Cela faisait partie d'un don plus important de 7,5 millions de $ soutenu par la fondation de son beau-fils, Donald Brenn. À sa mort, Donald a fait un autre don de 10 millions de $. L'école a été rebaptisée Claire Trevor School of the Arts. Mais Claire n'était pas seulement une donatrice. Elle assistait aux répétitions, donnait des conseils aux étudiants et a aidé à former plus de 10 000 jeunes artistes. C'est devenu sa façon de rester connectée et de transmettre tout ce qu'elle avait appris. Dans ces dernières années, elle a commencé à peindre. À l'aide d'aquarelles, elle a fait des images de vieilles rues d'Hollywood, de figures ombragées et de scènes de ville qui ressemblaient à des arrêts sur images de films.
Elle avait étudié l'art dans les années 1920 à l'Université de Columbia, bien avant de devenir célèbre. Maintenant, la peinture lui apportait la paix. Elle a exposé son travail dans de petites galeries et a fait don de pièces à des événements caritatifs locaux. Cela lui a permis de s'exprimer sans caméra ni scénario. Elle a fait sa dernière apparition en tant qu'actrice en 1987 dans un film télévisé intitulé Norman Rockwell's Breaking Home Ties. Elle a joué une enseignante nommée Grace Porter, aux côtés de Jason Robards et d'Eva Marie Sainte. Cette même Eva l'avait autrefois battue pour l'Oscar en 1954. Sa carrière avait commencé en 1932 et cela a marqué sa fin tranquille. En 1998, à l'âge de 88 ans, elle s'est apparue une dernière fois à la cérémonie des Oscars. Lors de l'hommage intitulé Oscars Family Album, elle a été honorée comme l'une des dernières légendes vivantes. La foule lui a réservé une chaleureuse ovation. C'était un moment de boucle bouclée pour la femme qui a autrefois illuminé l'écran en tant que mauvaise fille au cœur caché. Claire Trevor est décédée le 8 avril 2000. Elle venait d'avoir 90 ans un mois plus tôt. Elle est décédée d'une insuffisance respiratoire près de sa maison à Newport Beach. Ses funérailles ont été privées avec seulement la famille et des amis proches présents. Donald Bren a dit qu'elle était une femme spéciale dont la passion de toute une vie était d'apporter de la joie aux autres. Son argent a continué à financer des bourses d'études et à former de jeunes acteurs. Son étoile du Hollywood Walk of Fame au 633 Hollywood Boulevard brillait toujours pour tous ceux qui passent. Elle a vécu le meilleur et le pire du monde du spectacle et a transformé sa douleur en objectif. Même après sa mort, elle a contribué à façonner l'avenir de la narration américaine.